Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue sur un nouvel épisode de Kickstarter sur un Earnout dans lequel je te présente le jeu Dead Reckoning de John D. Clair, un jeu de AEG, un jeu dans sa série de card crafting. Fait que Dead Reckoning, c'est un jeu compétitif de 2 à 4 joueurs, il y a un mode coop, il y a un mode solo, il y a même un petit mode campagne, dans lequel les joueurs vont incarner le capitaine d'un navire qui va tenter de naviguer à travers différentes îles, ramassant trésors, îles, attaquant, pouvant être pirates, pouvant être marchands, négociant, s'améliorant, etc. Fait que c'est un jeu où on va gérer une main de cartes, on va gérer un navire, on va gérer différentes ressources, on va se promener, on va avoir beaucoup de liberté dans ce qu'on veut faire, et on va tenter de marquer un maximum de points de victoire. Comme j'ai déjà dit, c'est un jeu qui a le système de card crafting, fait qu'on va commencer avec des cartes qui sont à l'intérieur d'un protège-carte, et on va rajouter des cartes à l'intérieur du même protège-carte pour améliorer l'effet de différentes cartes qu'on va avoir. On commence avec un petit paquet de 12 cartes, on finit avec un petit paquet de 12 cartes, mais chaque carte peut être améliorée un maximum de 3 fois. C'est un jeu que j'attendais beaucoup, c'est un jeu qui a des critiques quand même assez bonnes depuis qu'il est sorti, depuis qu'il est disponible, Fait que maintenant on va aller voir si ça fonctionne comment. Je l'installe, je t'explique comment on y joue le mieux possible, et ensuite je reviens à la fin et te dire ce que j'en pense. Pour commencer, on va préparer notre surface de jeu, fait que notre océan, notre mer. On va toujours prendre ces deux tuiles-là pour commencer, pour les préparer. Ce sont des tuiles de haute mer. À ces tuiles de haute mer-là, on va en acheter d'autres tuiles de haute mer selon le nombre de joueurs qu'on est. Dans mon cas, j'ai installé une partie à 2 joueurs, donc je vais installer les 2 tuiles qui sont indiquées à 2 joueurs. Et je vais compléter ma pile en allant piger des tuiles îles au hasard pour me rendre jusqu'à 12 tuiles. Donc après avoir bien brassé ça, je vais piger pour me rendre à 12 tuiles. Quand c'est fait, on a fait tout ça, on se fait une pile avec tout ça, on va la brasser comme il faut et on va se faire une grille de 3 par 4. Quand on a fini de préparer notre grille de 3 par 4, on va aller aligner cette grille-là avec la tuile port principale qui est cette tuile-là juste ici. Et on va révéler les 3 premières tuiles de la première rangée. Chaque tuile va donc afficher soit une île, soit la haute mer, comme on l'a déjà vu précédemment. Vis-à-vis chacune de ces rangées-là, on va aller placer les boîtiers de cartes comme ici, dans lesquels il y a les cartes sleevées, plutôt les sleeves qui vont aller dans nos cartes. Donc, chacune de ces piles-là va être identifiée par un petit chiffre en haut à droite qui identifie à quelle pile cette série de cartes-là va aller. Fait que ici, c'est ma carte numéro 1. On s'assure quand on les place de les placer à l'envers dans la pile pour ne pas voir. Des fois, on va avoir des indications. Si on les place comme ça, on voit plus facilement certains icônes et on ne doit pas les voir. Fait qu'on les place à l'envers comme ça. On va aller piger au hasard de cette premier boîtier-là 3 cartes qu'on va aller placer sur les 3 îles. Ce sont nos améliorations qu'on va pouvoir aller acheter en cours de partie. Et quand ça c'est fait, on va avoir fini de placer notre surface de jeu en tant que telle. Au niveau des autres ressources, on va avoir nos tuiles d'amélioration qui vont être à séparer entre différentes piles. On a 5 séries d'amélioration avancées qui sont identifiables avec les 2 icônes qu'on voit juste ici. Et on a 3 séries d'amélioration de base qui sont identifiables parce qu'elles n'ont qu'un seul icône. Fait qu'on va aller séparer ça. On en a différentes ressources dans le jeu. Fait qu'on a nos doublons, notre argent, les barils qui sont la ressource d'achat principale du jeu, les cubes noirs qui vont servir lors des combats entre les navires, il va y avoir les petits bâtiments qu'on va pouvoir placer et il va y avoir les jetons de dégâts qu'on se garde pas loin de la zone de jeu. Finalement, on va avoir à assembler la tour à cubes, qui est cette espèce de bateau-là. Je te souhaite bien du plaisir au moment de l'assemblage, pas la chose la plus fun à faire au monde. Mais d'une façon ou d'une autre, une fois que c'est assemblé, on va tout simplement le placer au bout de cette petite zone de chute de cubes-là. Et une fois que ça c'est fait, ben là, notre plateau, tout ce qu'on a à placer, c'est placé. Il nous reste à faire une mise en place individuelle. Au niveau de la mise en place individuelle, chaque joueur va commencer avec un navire comme ça ici qui va aller placer sur la tuile principale du jeu qu'on a déjà vu, la tuile de port. Chaque joueur va avoir une tuile personnelle qui représente son navire dans lequel il va aller prendre un cube pour le placer sur la case 0, la première case. On va avoir notre drapeau pirate, les marqueurs d'objectifs atteints, une série de cubes qu'on garde pas loin de notre zone de jeu. On va avoir notre tuile de port sur laquelle on va placer les ressources qui sont disponibles qui nous appartiennent au port.
On va avoir un petit coffre dans lequel on va aller placer 15 pièces d'or en début de partie, qu'on va pouvoir aller prendre des ressources jusqu'à temps qu'on se rende à 15, et on va aller placer ça là-dedans. Une fois qu'on va avoir déterminé le premier joueur va également gagner un baril supplémentaire, le deuxième joueur va gagner 2 barils, le troisième joueur 3 barils, si on joue à 4, le quatrième joueur va gagner 3 barils, mais va améliorer l'une de ses cartes de départ. On expliquera plus tard c'est quoi les améliorations. Pour une première partie, on recommande de distribuer ces tuiles objectifs-là individuelles, où on va en donner 2 à chaque joueur. Le joueur va décider laquelle des 2 tuiles il va avoir. Ça va lui donner un certain objectif à atteindre pendant la partie pour marquer davantage de points. Ça peut aider à donner certaines cibles pour des joueurs qui n'ont jamais joué. Finalement, la grosse partie du jeu, chaque joueur va commencer avec un deck de cartes. Ce deck de cartes-là, initialement, il va falloir l'assembler. Fait que chaque assemblage, on va avoir une carte qu'on va placer le niveau 1 vers le bas. Fait qu'ici, par exemple, mon premier lieutenant, par-dessus laquelle je vais aller placer ma carte premier lieutenant qui, elle, est une carte aux 3/4 transparente. Et on va aller placer ça à l'intérieur de nos sleeves. Là, ici, on a les sleeves spécifiques qui venaient avec la version de luxe. Fait que j'ai mes sleeves à ma couleur, mais sinon, ce sont tous les mêmes sleeves pour tous les joueurs. Fait qu'une fois qu'on a assemblé notre deck de cartes de départ, qui est composé de 12 cartes, on va pouvoir brasser ça, en piger 4 pour commencer la partie en début de partie. On va regarder nos 4 cartes et on est prêt à commencer. D'abord, comment est-ce qu'on gagne ou on perd une partie de Dead Reckoning? C'est un jeu dans lequel on va marquer des points de victoire. Les points de victoire sont représentés par l'argent qu'on va avoir accumulé en cours de partie, plus de l'argent qui va nous être donné si on atteint divers objectifs. On a par exemple dans le haut du plateau ici 8 objectifs qu'on peut tenter d'atteindre, qui sont placés juste ici. Et les joueurs vont jouer à tour de rôle jusqu'à temps que la condition de fin de partie soit atteinte, le déclenchement de fin de partie soit atteint. Ensuite, quand le déclenchement de fin de partie est atteint, le joueur qui l'a déclenché ne rejouera plus. Tous les autres joueurs vont jouer une fois, puis on compte les points de fin de partie. Comment la fin de partie se déclenche? Via ces marqueurs-là. À chaque fois qu'un des objectifs est atteint par un des joueurs, peu importe lequel, il va aller placer son marqueur. Il ne bloque pas du tout les autres joueurs. Les autres joueurs peuvent aller placer son marqueur. Ils vont faire exactement le même nombre de points. Ce n'est pas une course. Le premier qui atteint va faire plus de points que les autres. Si jamais on joue avec les objectifs individuels duquel j'ai déjà parlé, dans le fond, ils représentent les 8 objectifs qui sont en haut. C'est juste que pour moi, ces 2 objectifs-là vont valoir plus de points. Donc, une fois qu'un joueur a placé son 4e marqueur d'objectif sur les objectifs, la fin de partie est déclenchée. Fait que si moi je suis le 4e, je place mon 4e marqueur, c'est mon dernier tour de jeu, tout le monde joue un dernier tour, la partie est terminée, on fait le décompte de points, celui qui en a le plus l'emporte. Maintenant, comment fonctionne la structure du tour de jeu? Chaque joueur va avoir une carte aide-mémoire comme ça pour s'aider à se rappeler comment ça fonctionne. Fait que dans une phase principale, on peut faire n'importe quelle de ces actions-là dans l'ordre de notre choix. Fait que charger, décharger, réorganiser ou larguer les ressources qu'il y a sur notre navire. On peut jouer des cartes, hisser les voiles, se déplacer, acheter des progrès ou utiliser les capacités des cartes qu'on a jouées. Quand on a terminé de faire notre tour, c'est nous autres qui on annonce aux autres joueurs, j'ai terminé, on passe à une deuxième phase qui est la phase de maintenance, où on va recharger les cartes progrès qu'on va avoir achetées sur le bateau, on va choisir si on est en mode pirate ou marchand, on va perdre les voiles qu'on n'a pas utilisées, on va mettre nos cartes qu'on a achetées dans le tour dans nos protège-cartes, puis ensuite on va défausser tout ce qu'on a joué dans le tour. Une fois que notre tour est terminé, en dehors de son tour, fait que pendant que le tour suivant a commencé son tour de jeu, on va pouvoir améliorer l'une de ces cartes en l'améliorant d'un niveau. Fait que c'est un jeu qui est assez libre dans sa structure. Les actions qu'on va faire dans notre tour, on les fait dans l'ordre qu'on veut. Fait qu'on va commencer par aller voir les actions qu'on peut faire dans notre tour, une par une, comment ça fonctionne. Commençons par la base, la gestion de ses ressources. Fait qu'on va avoir éventuellement sur notre tuile de part, on va avoir ramassé différentes ressources, principalement, pas principalement, seulement des barils. Les barils, on va les dépenser principalement pour acheter des cartes, des avancements qu'on va pouvoir placer dans nos cartes. Quand on est dans un lieu où on a accès à des barils, fait que par exemple, si on est sur cette tuile-là, on a accès à notre tuile de port. Mais on peut gratuitement charger ou décharger autant de barils qu'on le veut sur notre bateau. Notre bateau va avoir des capacités
ces icônes-là qui sont indiquées. Fait qu'on voit que sur cette case-là, je peux placer 3 barils. Sur cette case-là, je peux placer en fait une combinaison de barils ou de pièces d'or ou de pièces d'or. Fait que je pourrais placer par exemple 2 barils, 2 pièces d'or, un baril et 2 autres pièces d'or juste ici. Les pièces d'or, si on est au port, on peut également les décharger directement dans notre coffre. Ça va être des points de victoire à la fin de la partie. Fait qu'à chaque fois qu'on revient au port, on peut gratuitement décharger toutes les pièces d'or qu'il y a sur notre bateau, tout simplement. Cette action-là, on peut également la faire sur des îles. Si par exemple je suis ici, je pourrais prendre et j'ai par exemple 3 barils dans cette zone-là, je pourrais gratuitement prendre certains de mes barils et les laisser tomber sur l'île pour faire de la place sur mon bateau. Peut-être que je pourrais tous les déposer. Je peux également récupérer des barils sur une île ou des pièces d'or s'il y en a, seulement si je contrôle l'île. Pour pouvoir avoir le contrôle d'une île, je vais avoir besoin d'avoir placé des petits cubes d'influence qui sont juste ici, et je vais avoir besoin d'être celui qui est majoritaire dans le nombre de cubes d'influence qui sont là. Par exemple, si je suis ici, on voit qu'il y a 4 espaces qui sont disponibles. Si j'ai 3 cubes, je suis majoritaire, donc je vais pouvoir ramasser les ressources qui sont sur cette île-là. Fait que si par exemple il y a 3 barils, en me déplaçant sur cette île-là, je peux gratuitement prendre les 3 barils, les placer sur mon navire. Fait que donc, quand on est dans le port, on peut charger et décharger autant de matériaux qu'on veut. Quand on est sur une île, on peut décharger autant de matériaux qu'on veut, mais pour les charger, on doit pouvoir avoir le contrôle de l'île. On va parler plus en détail du contrôle, comment ça fonctionne, comment on le gagne. Fait que ça, c'est pour les pièces d'or et les barils. Très important de préciser, encore une fois, si par exemple, j'avais quelques pièces d'or sur mon bateau, ben, si je prends en me déplaçant, si je me ramasse au port, je peux tout à fait gratuitement prendre ces pièces d'or-là et les déposer dans mon coffre personnel pour aller marquer des points pour la fin de la partie. Je peux également, si j'ai besoin, à n'importe quel moment, puis même en dehors de mon tour de jeu, j'ai besoin d'espace pour une raison X, je peux prendre n'importe quelle ressource que j'ai, tout simplement les jeter à la mer. Fait que si je les jette à la mer, il n'y a plus personne qui va y avoir accès, on fait tout simplement les retourner à la banque. Deuxième action qu'on peut faire pendant notre tour de jeu, on peut hisser les voiles. Quand on va hisser les voiles, on va compter le nombre de voiles qu'on a de disponibles présentement sur notre navire. Fait qu'on voit qu'il y a déjà deux voiles qui sont imprimées. Les cartes vont pouvoir nous aider. On va revenir sur les cartes. Et quand on a terminé de hisser nos voiles, on va calculer la vitesse de déplacement qu'on a pour ce tour de jeu-là selon le nombre de voiles qu'on a d'affichées. Dans ce cas-ci, j'ai 2 voiles disponibles. Je vais donc placer mon cube à une vitesse de 2. Ce qui veut dire que je vais pouvoir me déplacer de 2 cases pendant ce tour de jeu-là. Très important de noter que si je suis en mer, par exemple, et j'ai présentement des barils ou des pièces d'or qui sont sur mon navire, mais quand je vais faire l'action hisser les voiles, je compte juste les cases sur lesquelles il n'y a absolument rien. Donc, même si je n'avais qu'un seul baril sur cette tuile-là, ben, je n'aurais pas accès à la voile de cette case-là. Fait que pour hisser les voiles, je vais avoir une vitesse juste de 1 pour ce tour-là. C'est aussi important de noter que hisser les voiles, on peut le faire juste une fois dans le tour de jeu pour des raisons évidentes, mais on peut calculer à quel moment on le fait. Ce qui veut dire que si je suis au port et j'ai plein de barils, comme on peut gratuitement charger et décharger autant de fois qu'on veut, je pourrais tout à fait dire j'enlève toutes mes ressources, ensuite je hisse les voiles, donc j'ai une vitesse de 2 pour le tour, et je replace mes barils. Ce qui veut dire que maintenant, avec un bateau plein de barils, je pourrais éventuellement me déplacer de 2 cases. On va pouvoir faire la même chose sur les îles que nous contrôlons. Comme on la contrôle, on peut décharger, charger tant qu'on veut. Fait que techniquement parlant, on peut compter les endroits qui sont pleins de barils parce qu'on peut décharger les barils, calculer notre vitesse et ensuite charger les barils. La troisième chose qu'on peut faire dans notre tour de jeu, c'est se déplacer. Pour se déplacer, on va dépenser les points de mouvement qu'on va avoir accumulés quand on a fait l'action de hausser les voiles. Donc, le déplacement fonctionne de façon orthogonale. Fait que si on veut se déplacer, c'est de haut en bas ou de gauche à droite. On peut tout à fait se déplacer et même traverser potentiellement les zones où on n'a pas encore exploré. Par exemple, si je suis dans cette situation-là et j'ai 2 points de mouvement, je pourrais dire, je prends mon premier point de mouvement là, puis mon deuxième point de mouvement, je m'en vais ici. Ou je pourrais prendre un premier point de mouvement, puis un deuxième, puis aller ici. C'est moi qui décide. Si je termine l'un de mes déplacements sur une île, comme sur une île ou un endroit qui n'est pas encore exploré, on va le révéler. En le révélant, ça va nous donner accès à une nouvelle île. On va immédiatement aller prendre
une carte une amélioration de la même ligne. Je suis donc dans la ligne 2, ce qui veut dire que je vais aller chercher les améliorations 2. Puis on va aller la placer juste ici. Et ça, c'est pour le déplacement. Je précise que je ne peux pas explorer 2 fois dans le même tour. Fait que si j'ai pris mon premier point de mouvement pour aller là et j'ai décidé de l'explorer, mon deuxième point de mouvement, je ne pourrais pas aller ici ou ici parce que ça me ferait explorer une autre tuile. Mais avec mon deuxième point de mouvement, je pourrais tout à fait revenir ici. Fait que ça, c'est pour le mouvement. Troisième chose que je vais pouvoir faire, c'est jouer mes fameuses cartes. On a piégé dans notre mise en place 4 cartes et les cartes font plein d'effets différents. Fait qu'on va pouvoir aller les regarder. Fait que si je prends, là, normalement, j'ai juste 4 cartes. Fait que quand on les joue, on les place tout simplement dans une zone de cartes jouées devant soi. On active les icônes de la carte qu'on doit résoudre un icône à la fois. Si on active une zone, on fait toute la zone et on verra dans quelques instants qu'il va y avoir des icônes qui vont se rajouter sur les cartes. Fait que donc, si je joue des cartes qui ont des barils comme ça ici ou de l'or, ça va être la même chose. Ça va m'indiquer un endroit. Dans ce cas-ci, il y a une petite encre. L'encre, c'est le symbole du port, tel qu'on voit sur cette tuile-là. Ça va donc me permettre de produire des ressources. Fait qu'en jouant à cette carte-là, je pourrais dire, je produis un baril qui s'en va au port. Fait que je le place dans ma tuile de port. La prochaine fois que je retourne au port, je vais pouvoir aller chercher ce baril-là. Le Bosco va faire la même chose. J'ai le capitaine que si je le joue au moment où je hisse les voiles, si je joue cette icône-là, ça me permet d'avoir du déplacement supplémentaire. J'ai les barils et mes cartes font un paquet de choses différentes. Fait qu'on les joue dans l'ordre qu'on veut. Passons rapidement les principales. Fait que comme je l'ai déjà dit, j'ai plusieurs cartes qui vont me donner des ressources. En début de partie, on en a beaucoup. Des cartes différentes qui vont me donner des ressources. Tous les barils comme ça, c'est la même chose. J'ai les cartes qui vont me donner de l'influence. Ces cartes-là, ici. Fait que les cartes qui me donnent de l'influence, si je joue par exemple le corsaire pendant mon tour de jeu, on voit qu'il me donne 1 d'influence. L'influence, c'est mes cubes. Quand je place de l'influence sur une île, il faut que je la place sur une île sur laquelle je me trouve. On n'oublie pas que toutes mes actions se font dans l'ordre de mon choix, fait que je pourrais prendre un premier point de déplacement, jouer mon corsaire, prendre un cube d'influence, prendre un deuxième point de déplacement, revenir ici, jouer une autre carte qui me donnerait un autre cube d'influence, en placer là, ainsi de suite. Quand on place de l'influence sur une zone, disons que je la place juste ici, on commence à se battre pour le contrôle de cette île-là. Pour gagner le contrôle d'une île, très spécifiquement, comme je l'ai déjà dit, je dois être majoritaire dans les cubes et je dois avoir plus de cubes qu'il reste de cases vides sur la zone. On voit donc ici que c'est une zone à 4 cubes. Donc, à 2 cubes, je n'ai pas plus de cubes que ce qu'il reste sur la zone. Si j'en place un troisième, je prends le contrôle de l'île. La zone qui est à droite, c'est la zone de cubes permanents. Dès qu'on prend le contrôle d'une île, on va aller placer un cube permanent dans cette zone-là. Si jamais je place un quatrième cube, comme ça ici, mon adversaire, une fois que c'est plein, on peut tout à fait continuer à placer des cubes, on fait juste changer les cubes qui sont déjà là. Fait que si mon adversaire vert s'en venait ici avec un déplacement, il faisait une action d'influence de 3, il enlèverait ces 3 cubes-là et il en placerait 3 de sa propre couleur. Et comme maintenant, il a plus de cubes que n'importe qui d'autre, parce qu'on va compter les cubes qui sont des cubes d'influence permanents pour calculer l'influence d'une île, il devient la personne qui contrôle libre, ce qui veut dire qu'il se place un cube d'influence. Là, on est à 4 contre 2, fait qu'il faudrait que j'en place plus que lui. Fait que si je m'en vais refaire une autre action d'influence, par exemple, puis j'enlève ces deux-là, je les remplace, c'est moi qui ai rendu à 4 contre 2, ça me permet de placer un autre cube d'influence permanente sur cette tuile-là, et ainsi de suite. Fait que l'action du corsaire et d'autres cartes qui permettent de placer des cubes d'influence fonctionnent comme ceci. Certaines cartes vont me permettre de construire des bâtiments. On voit ici, par exemple, cette carte-là me dit « Je peux 2 fois construire parmi ces bâtiments-là. Le premier bâtiment me coûte 4 barils, le deuxième 3 barils, le troisième 2 barils. » Le petit point d'interrogation indique que les barils peuvent venir de n'importe où. Je peux les dépenser à partir de mon bateau ou à partir de mon port. Il y a 3 types de bâtiments qu'on peut construire dans le jeu. Il y a d'abord et avant tout les bâtiments défensifs, avec l'espèce de forteresse qu'on peut construire. Pour pouvoir construire un bâtiment, on doit contrôler l'île sur laquelle on veut la construire et on n'est pas obligé du tout de se trouver sur l'île où on veut construire. Fait que je pourrais par exemple construire un bâtiment juste ici en payant les coûts qui sont demandés sur ma carte. Les deux premiers bâtiments, ce sont des bâtiments qui vont permettre de protéger l'île. Fait que j'ai la forteresse puis le canon. Puis ensuite, il y a la maison du gouverneur, je pense, qui permet d'augmenter le niveau de production de l'île quand on va la faire produire. À noter que
Les combats, je vais revenir plus tard dans le détail, mais le canon, s'il est construit, n'importe quel adversaire qui traverse ou qui s'arrête sur l'île où je contrôle un canon va subir 1 point de dégâts. Fait qu'il va aller prendre un marqueur de dégâts qu'il va aller placer sur son plateau personnel. Et on va noter, parce que c'est très important, si jamais le contrôle d'une île change, si pour quelque raison que ce soit, disons qu'on est dans une situation où cette île-là est contrôlée par le joueur mauve, il y a un bâtiment à la maison des gouverneurs dessus, le joueur vert s'y déplace, on est à 4 contre 2 pour les cubes. Fait que s'il remplace 2 cubes comme ça ici, on était à 5 contre 2, il devient donc à 4 contre 3, fait qu'il prend contrôle de l'île, ce qui veut dire qu'il met un autre marqueur permanent ici. Quand le contrôle d'une île change, tous les bâtiments qui sont dessus sont immédiatement retournés à la réserve. Beaucoup de cartes vont me donner l'icône de canon et potentiellement des aptitudes de combat. Ça, on va y revenir plus en détail quand on va voir le combat, mais plus j'ai de canon, plus on s'en doute, plus je vais être efficace si un combat se déclenche. Certaines cartes, si je les joue, vont me permettre pas de soigner, mais plutôt de réparer mon navire. Par exemple, on me dit si je suis au port, je peux dépenser 2 barils du port pour enlever 1 point de dégâts. On voit qu'il y a une autre version qui dit que je peux dépenser 2 ressources de n'importe où sans nécessairement être au port pour soigner 1 point de dégâts, ainsi de suite. Fait que cette petite icône-là indique une façon d'enlever les dommages que notre navire a subis. Des cartes vont également me permettre d'améliorer mon navire. Ces 2 icônes-là vont servir à ceci. Fait que si par exemple je joue un Bosco de niveau 4, je pourrais pour 3 barils donner une amélioration de base ou pour 6 barils donner une amélioration avancée. Quand on voit les signes en oblique, c'est que je dois choisir. Fait que je fais l'un des 3, alors qu'un signe vertical comme ça ici, c'est en plus. Fait que cette carte-là me donne une roue et en plus, je peux choisir une de ces 3 options-là. Les améliorations, de la façon qu'elles fonctionnent, on en a plusieurs qu'on peut choisir. Quand on choisit une amélioration, disons que j'ai choisi une amélioration de base, mais je peux aller choisir diverses améliorations de base. Les 3 améliorations de base disponibles au début du jeu, ce sont celles-ci. Fait que je pourrais rajouter une zone qui me permet de transporter davantage de ressources que je pourrais aller placer sur mon plateau de jeu. Je pourrais rajouter un canon, me rajouter une voile. Fait que évidemment, on va commencer par les 2 cases centrales parce qu'elles n'ont rien. Après, je peux remplacer les cases qui sont déjà là par d'autres choses selon la priorité que je veux. Et si je place des améliorations avancées, on va avoir des effets encore plus forts où je pourrais avoir 2 voiles. Par exemple, sur la même case, j'ai des 2 canons, une voile, un canon, ou j'ai des zones qui me permettent de transporter vraiment beaucoup de ressources, mais qui ne donnent pas d'autres atouts à mon navire. Fait que quand on joue cette carte-là, ça va nous permettre d'aller chercher ces améliorations-là. Une autre action de carte qu'on va pouvoir faire, c'est l'action de production qui était cette icône-là. Cette carte-là me dit donc que je peux faire produire une île. Je ne suis pas du tout, c'est pas du tout nécessaire d'être sur l'île qu'on veut faire produire. Je pourrais tout à fait être là et faire produire cette île-là. J'ai pas besoin de contrôler l'île non plus. Si on fait produire une île, on produit les ressources qui sont complètement en bas à droite qu'on place sur l'île. Fait que je vais aller placer 2 barils sur cette île-là si je décide de la faire produire. On comprendra qu'évidemment, pour pouvoir ramasser les ressources qui sont sur l'île, je devrais la contrôler. Fait que dans ce cas-ci, j'aurais besoin d'avoir 4 cubes d'influence sur cette zone-là. On se rappelle que si j'ai mis des cubes d'influence et que je prends le contrôle libre, je place un contrôle permanent. Et là, ça va me permettre de ramasser des ressources. Si j'ai construit une maison du gouverneur sur une île sur laquelle je produis, elle va donner un bonus de production. On voit dans ce cas-ci, elle va donner un baril et une pièce d'or de plus. Fait que si je fais produire cette île-là, alors que je la contrôle et qu'il y a une maison de gouverneur dessus, elle va produire toutes ces ressources-là. Et là, je ne passerai pas toutes les possibilités, mais il y a vraiment plein de cartes qui font un paquet d'effets différents qu'on va aller chercher au fur et à mesure que la partie avance, qui vont me donner différents bonus. Des fois, c'est juste du texte, des fois, c'est les mêmes icônes que j'ai déjà montrées, des fois, on a des icônes qui permettent de piger davantage de cartes, etc. Je ne les passerai pas toutes, mais il y a beaucoup de possibilités sur ces cartes-là qu'on va pouvoir amener. Ce sur quoi je vais insister, 2 derniers détails, c'est les roues. Il y a beaucoup d'icônes de roues à l'intérieur du jeu. La roue en soi ne fait rien. Elle fait quelque chose si elle est combinée à une autre carte qui va donner un pouvoir à mes roues. Par exemple, si j'ai ces 2 cartes-là ensemble, on voit que j'ai 2 roues, on me dit que ça me donne un baril par roue. C'est important de comprendre qu'on parle d'une seule carte. Fait que même si j'ai 6 roues dans mon deck au complet, dans les mains que je joue pour le tour, c'est juste sur cette carte-là que ce pouvoir-là va s'activer. Et quand je dis juste sur cette carte-là, on aura compris, c'est le prochain segment. Ces cartes-là vont éventuellement aller à l'intérieur
évidemment, j'ai manqué mon coup, vont évidemment aller à l'intérieur de nos cartes sleevées, vont s'améliorer au fur et à mesure que la partie avance. Fait que si je joue une carte comme celle-ci, ben ça me permet de produire 2 barils sur le port, parce que j'ai 2 roues, fait qu'un baril par roue que sur cette carte-là. Et en plus, je peux faire produire une île. Je fais ça dans l'ordre que je veux. Fait que je peux faire produire mes 2 barils, aller en ville, aller chercher mes barils, revenir avec un autre point de mouvement, faire produire une île, ramasser ce qui est sur l'île, retourner au port, déposer tout ça, etc. Je fais ça dans l'ordre que je veux. Finalement, allons-y avec l'action la plus importante du jeu, ou l'une des plus importantes du jeu, acheter des cartes amélioration. Quand on va acheter une carte amélioration, on doit être sur la carte. Fait qu'on doit, par exemple, si je suis sur cette tuile-là, je peux acheter cette carte-là. On peut acheter un maximum de 2 cartes par tour. Fait que si j'ai les points et les barils suffisants, je pourrais tout à fait prendre une action de déplacement, aller ici, acheter cette carte-là, me déplacer sur l'île à côté, acheter la carte de l'île qui est juste à côté, mais je pourrais pas me déplacer en racheter une troisième. C'est un maximum de 2 par tour. Quand on achète les cartes, on doit payer le coût en baril qui est juste ici. Et on me dit, c'est bien important, ces barils-là doivent être sur mon bateau. Je ne peux pas payer à partir du port. Donc, dans mon exemple, juste ici, cette carte-là me coûtait 3 barils. Je pourrais prendre les 3 barils qui sont juste ici et les ramener à la réserve. Acheter cette carte-là, je dépense 1 point de déplacement. Je me déplace sur la case qui est juste ici. Je paie 3 autres barils de mon navire. J'achète cette carte-là. Je mets ça de côté. On ne les utilise pas à l'instant, on les met de côté. Fait que ça, c'est pour acheter des cartes amélioration. Il arrive également parfois qu'à la place d'une carte amélioration, on a un navire qu'on peut affronter. Quand on a une carte navire comme ça qu'on peut affronter, si on est sur le lieu du navire, on a 2 choix. On peut acheter la carte, fait qu'on va payer les ressources qui sont ici pour gagner ce qui est ici, ou on peut décider de l'affronter. Si on l'affronte, on va déclencher un combat, je vais revenir sur les combats, on va le révéler de l'autre côté, puis ça va nous donner les détails du combat, les conséquences d'une victoire ou d'une défaite. Et j'insiste, pour résumer le tour de jeu, tout ça, on fait ça dans l'ordre que l'on veut. C'est hyper important de bien le comprendre. Fait que si par exemple, rapidement, un exemple d'1 minute, je commençais mon tour de jeu dans la situation qu'on voit devant moi, ben je pourrais dire, tiens, mon bateau est vide, j'ai des ressources autour de moi, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je vois que j'ai 4 drapeaux, 4 voiles, dis-je, disponibles sur mon bateau. Je commence par hisser les voiles. C'est la seule chose qu'on peut faire juste une fois par tour. J'ai donc une vitesse de 4 pour le tour. Je prends un premier point de déplacement. Je vais aller juste ici pour explorer cette zone-là. Fait que je la révèle. Ça me fait apparaître un petit marqueur comme ça ici. J'ai un point de déplacement qui est pris. Je ne veux pas acheter celui-là. Je reviens. Tiens, je vais jouer de ma main. Je vais jouer mon corsaire de ma main. Ça me permet de placer un cube d'influence sur cette tuile-là. Je suis très très loin d'avoir le contrôle de l'île. Je prends 2 autres points de déplacement pour me déplacer comme ça ici. Je n'aurais pas le droit de m'arrêter là parce que j'ai déjà révélé une tuile dans ce tour. Je m'en vais juste ici. Comme je contrôle l'île gratuitement, je ramasse tous ces barils-là et cette pièce d'or-là. Avec les barils que je viens de ramasser, j'achète cette carte-ci. Je mets ça de côté pour pouvoir la placer plus tard. Il me reste un point de déplacement. Je retourne au port. Je place ce sous-là à l'intérieur de mon coffre. Et je joue, tiens, je vais jouer mes 2 artilleurs, mon membre d'équipage et mon artilleur qui me permettent d'avoir 4 de barils que je fais apparaître dans ma tuile au port. Je les prends tout de suite et je les place à l'intérieur de mon navire. Et là, j'aurais terminé un tour de jeu. C'est un tour de jeu quand même intéressant. On est plus loin dans la partie, évidemment. Mais ça, c'est super important de comprendre qu'on fait toutes ces choses-là dans l'ordre qu'on veut. Donc, quand on a fini notre tour de jeu en tant que tel, on l'annonce aux autres joueurs. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller remplacer toutes les cartes progrès qu'on va avoir achetées pendant le tour. Fait que là, j'ai acheté 2 cartes progrès de niveau 1. Fait que je vais aller piéger 2 cartes de niveau 1, justement, un navire marchand. Et un autre progrès qui s'en va juste ici. Une fois qu'on a remplacé les tuiles, on va décider si on passe en mode pirate. Si on passe en mode pirate, on va aller insérer notre petit drapeau pirate comme ça ici pour indiquer qu'on est rendu bien méchant, prêt à attaquer tout le monde. Concrètement, on va revenir plus dans le détail, mais concrètement, c'est qu'on fait un blocus sur les îles où on se trouve. Il n'aurait pas grand-chose d'être sur une île comme ça ici, mais si par exemple j'étais dans cette situation-là, je vais bloquer l'accès de cette île-là au joueur vert, même si c'est lui qui la contrôle. En gros, puis ça permet d'être attaqué plus facilement si on veut déclencher des combats. On ne peut pas se mettre en mode pirate si on est au port. Si à la fin de mon tour de jeu, après m'être mis en mode pirate ou être resté en mode marchand, il me reste des voiles, les voiles sont perdues, c'est réinitialisé à tous les tours de jeu. À ce stade-ci, une fois qu'on a réinitialisé nos voiles, on va aller prendre les cartes qu'on a jouées pendant le tour. Disons que c'est ces 4 cartes-là que j'ai jouées. J'ai joué mon corsaire, placé un cube. J'ai joué mes différents membres d'équipage, mon artilleur pour produire des barils.
Et on va aller regarder les améliorations qu'on a achetées pendant le tour. À ce moment-là, si on le veut, on peut les placer à l'intérieur de nos cartes. Fait que je pourrais dire, tiens, mon artilleur, je vais aller prendre ce canon-là et je vais aller le placer à l'intérieur de la carte d'artilleur. Fait que la prochaine fois que je vais le placer, que je vais le jouer, il va être plus fort. Les restrictions. On voit que ici, il y a des petits tiers sur ces cartes-là. Je ne peux pas placer un icône par-dessus un endroit où il y a déjà un icône. Fait que je ne pourrais pas placer cette carte-là ici parce qu'elle est à la même place. Elle couvrirait le même espace. Par exemple, je pourrais le placer sans aucun problème sur une carte différente. Ça ne serait pas du tout un problème pour améliorer également l'effet de cette carte-là. Je peux placer plusieurs améliorations sur la même carte en même temps sans aucun problème si je les ai, tant qu'ils ne recouvrent pas la même icône. Et c'est tout. C'est à peu près les seules restrictions qu'il y a à faire. Fait que c'est comme ça qu'on va améliorer nos cartes. C'est l'aspect card crafting du jeu. C'est comme ça qu'on va l'améliorer. Fait que ce personnage-là, la prochaine fois que je vais le jouer, il va me donner une voile, une ressource et un canon pour le combat. Si on ne veut pas placer nos améliorations, on peut en garder une de côté entre les tours de jeu. Si j'avais voulu garder ce canon-là pour le placer sur une carte différente, j'aurais pu le garder dans ma zone de jeu, mais je ne peux pas garder plus qu'une amélioration de côté. Toutes les autres améliorations doivent être placées sur des cartes, sauf une. Je termine finalement mon tour en défaussant les 4 cartes que je viens de jouer de mon tour précédent. Certaines d'elles sont nouvellement améliorées et je pige les 4 cartes pour mon tour suivant. Mon tour va ainsi prendre fin. Le prochain joueur va jouer et je peux avoir à ce moment-là différents bonus qui vont me permettre de piger davantage de cartes. Cette icône-là me dit que je vais piger plus de cartes si jamais j'ai déclenché cette icône-là sur des cartes ou sur des effets spéciaux. On va piger une base de 4 cartes par tour de jeu et on a une limite de 6. Si on a des pouvoirs qui ont cette icône-là, ça va monter temporairement notre limite de cartes en main. Par exemple, si je vais voir l'île qui est juste ici ou l'île qui est juste là, si je contrôle ces îles-là, ça va permettre de monter ma limite de cartes en main. C'est important de comprendre qu'on ne jette pas les cartes qu'on n'a pas jouées. Fait que si à la fin de ce tour-là, par exemple, je joue juste ces 3 cartes-là pendant le tour, ben c'est sur ces 3 cartes-là que je vais pouvoir placer mes améliorations, parce qu'on doit placer des améliorations sur les cartes qu'on a jouées. Je ne pourrais pas mettre d'amélioration sur cette carte-là. À la fin du tour, je vais défausser et je pigerai 4 nouvelles cartes. On pige 4 cartes par tour. On rebrasse notre défausse et on repige comme dans tout bon deck building. Fait que je reste 5 cartes à jouer pour le prochain tour parce qu'il y en a une que j'ai pas jouée. Là, donc, la limite de cartes en main est 6. On pige 4 cartes par tour. Et quand le prochain joueur commence son tour de jeu, là, on a un autre aspect d'amélioration qui va se passer. Donc, dès que le joueur à ma gauche a commencé son tour de jeu, je peux commencer à réfléchir avec ma nouvelle main de cartes en main, quelle carte je veux améliorer. On va améliorer une de ces cartes-là. Disons, dans mon cas, tiens, je veux améliorer mon capitaine. Quand on va améliorer une carte, on va aller prendre la partie opaque qui est en arrière et on va aller l'améliorer. Fait que si je suis niveau 1, je vais la passer niveau 2. Si je suis niveau 2, je vais la passer niveau 3. Et si je suis niveau 3, je vais la passer niveau 4. Dans mon cas, j'étais niveau 1, donc je passe niveau 2. Je remets ça derrière. Ce qui veut dire que mon capitaine a gagné une nouvelle habileté. Son habileté a changé. Je ramène cette carte-là dans ma main. Je suis prêt pour mon prochain tour. Et j'ai maintenant une carte qui est un petit peu plus forte que mon tour précédent. Avant de dire, et ça fait le tour de Dead Reckoning, il reste quelques morceaux importants. Premièrement, les combats. Comment les combats peuvent se déclencher? Il y a différentes façons de déclencher des combats à l'intérieur du jeu. Premièrement, si pendant mon tour de jeu, je joue un drapeau pirate comme ça ici, ça me permet d'attaquer un autre joueur. Qu'il soit en mode pirate ou non, c'est absolument aucun problème. Fait que si par exemple, moi je suis en mode marchand comme ça ici, je prends un déplacement pour aller ici, je surprends mon adversaire, je joue mon capitaine amélioré, je dis je t'attaque. Ça peut être un combat qui se déclenche. Comme je l'ai déjà dit, si je suis en mode pirate, ça donne l'opportunité à tous les autres joueurs de m'attaquer. Fait que dans cette situation aussi, si c'est le joueur vert, il veut faire produire cette île-là et aller ramasser les ressources, il a donc besoin de me tasser de là parce que je fais un blocus vu que je suis en mode pirate, et pour aller là et m'attaquer sans jouer le drapeau pirate parce que je suis en mode pirate. De la même façon, les navires marchands ont déjà un icône de drapeau pirate dessus. Ça me donne l'opportunité de les attaquer continuellement, même si moi, je ne joue pas de drapeau pirate. C'est la même chose pour les bâtiments défensifs. Si j'avais un petit canon qui était juste ici, disons, avec une forteresse comme ça ici, ben le joueur vert pourrait s'en aller là puis attaquer mes bâtiments. On se rappelle qu'il subit 1 point de dégâts parce qu'il rentre dans une zone où il y a un canon. C'est d'ailleurs rappelé directement sur la petite tuile. Fait qu'il y a différentes façons de déclencher les combats, mais maintenant, un combat en tant que tel, comment ça se passe?
Mais un combat, ça se passe avec ça. Fait que ce qu'on va faire pour résoudre un combat, c'est qu'on va aller prendre tous les cubes des parties impliquées. Quand je dis cube, je veux dire nombre de canons. Fait que si par exemple c'est moi le joueur mauve, le joueur qui est offensif, disons que j'attaque le navire de marchand qui est juste ici, fait que j'attaque un joueur neutre, mais je vais compter le nombre de canons qui est sur mon bateau, fait que là par exemple j'aurai un canon, et je pourrais à ce moment-là jouer autant de cartes de ma main que je le veux pour ajouter les autres canons qui sont ici. Fait que si je disais j'ai ces 2 cartes-là en main, je me rajoute donc 2 canons, ça va même me donner une capacité de combat. Fait que là j'aurai un total de 4 canons, ce qui veut dire que je vais lancer dans le tour 4 cubes. Comme j'attaque un navire marchand, je vais le révéler, puis c'est le navire marchand qui va m'indiquer, lui, il va lancer combien de cubes. Les cubes neutres, on va toujours prendre les cubes noirs, comme ça, ici, pour aller faire notre combat. Quand on a notre réserve de cubes, on va simplement les lancer dedans. Avant que je fasse mon lancer, je vais tout de suite préciser que c'est relativement le même système, même si j'attaque un autre joueur. C'est juste qu'au lieu d'avoir des cubes noirs, je vais avoir des cubes verts dans mon exemple ici, parce que c'est l'autre joueur qui va avoir calculé son nombre de cubes. Il ferait exactement la même chose que moi, il calculerait son nombre de cubes sur son bateau. Il pourrait jouer à ce moment-là des cartes de sa main devant lui pour dire je rajoute tant de cubes, parce que je rajoute tant de canons. Et, hyper important, si par exemple mon adversaire jouait cette carte-là devant lui, il gagnerait un cube pour le combat. Et pendant son tour de jeu à lui, il va garder cette carte-là devant lui, puis pendant son tour de jeu, il va pouvoir utiliser les autres aptitudes de la carte qui n'auront pas encore été utilisées. Fait que ça lui permet de ne pas perdre cette carte-là juste pour aller chercher les effets de combat. Fait que ça nous permet d'améliorer les cartes en n'ayant pas nécessairement juste un effet de combat sur la carte, mais en ayant d'autres effets. Dans tous les cas, donc dans mon exemple, j'avais 4 cubes mauves, 5 cubes noirs, on les lance dedans et on résout des choses une à la suite de l'autre. Disons premièrement, première chose qu'on va faire, on va faire les cubes explosifs. Fait que si j'ai des cubes qui sont dans cette zone-là, je vais pour chaque cube qui est là, il va faire, on va le prendre, puis on va en relancer un de plus. Fait que j'en lance 2, comme ça, à la place, et on les réduit, on les refait toutes comme ça ici. Tant que mon cube touche le fond de la plaquette, il compte. Mais si j'ai un cube comme celui-là ici, qui est entre des zones et qui touche à rien, on va le relancer aussi. Ça se peut que ça modifie les résultats. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Deuxième chose qu'on va faire, on va résoudre les capacités des combattants. Par exemple, moi, on voit ici, j'ai une capacité de combat, je lance 2 cubes. Fait que je pourrais dire, tiens, je me rajoute 2 cubes, j'utilise ma capacité. Si j'étais contre un autre joueur, le système est le même. En commençant par l'attaquant, je décide si j'utilise une capacité, mon adversaire décide s'il en utilise une, puis on y va comme ça, en aller-retour, jusqu'à temps qu'on n'utilise plus de capacité. À noter que chaque capacité s'utilise juste une fois par round. Fait que si j'ai plusieurs combats dans le même tour de jeu, si je décide d'utiliser cette capacité-là, je ne pourrais pas l'utiliser dans un autre combat dans ce tour-là. En troisième, on va faire l'étape de pillage. Fait que les bateaux, on voit qu'il y a plusieurs ressources qui sont imprimées à l'intérieur de ma tour à cubes, de mon résultat. Donc, je vais pouvoir aller retirer ces cubes-là et gagner les ressources. Par exemple, juste ici, j'ai 2 cubes qui vont me donner chacun 2 barils. Et c'est imprimé sur la petite zone où est-ce qu'ils vont les barils. Fait que je les ramasserai directement sur mon bateau. Donc, je gagne 4 barils. Comme je me bats contre un adversaire qui est neutre, lui, il ne fait pas ses ressources, évidemment. Fait que tous ces cubes-là, on pourrait juste les enlever. En quatrième, on va faire les dégâts. Fait que ces cubes-là, ces icônes-là, c'est des icônes de dégâts. Fait que je ferai 3 dégâts à mon adversaire. J'oubliais, j'avais une ressource ici. Je pourrais gagner une pièce d'or ou un baril. Fait que je fais 3 dégâts à mon adversaire. C'est un peu malheureux parce que l'adversaire, vu que c'est un adversaire neutre, lui, il n'en subit pas des dégâts, je gagne ou je perds le combat. Si j'étais contre un joueur humain, je lui porterais 3 de dégâts comme ça sur son bateau. Une fois que les dégâts sont réalisés, on va aller voir qui gagne le combat en tant que tel. Ça, c'est les couronnes. Fait que les couronnes comme ça ici. Qu'on voit que mon adversaire a une couronne et moi, j'ai 3 couronnes. C'est donc moi qui gagne le combat. En tant que tel, le perdant, si j'avais perdu le combat, je subis 1 point de dégâts. C'est la seule conséquence en tant que tel à perdre un combat. Fait que ça peut être très avantageux de déclencher un combat juste dans l'espoir d'aller faire plein de ressources. J'ai quand même fait 4 barils et un baril ou une pièce d'or à mon choix dans ce combat-là. J'ai été assez chanceux, soit dit en passant. Et les combats, ça se passe comme ça. Si j'attaque un joueur qui est en mode pirate, il perd son mode pirate. Si j'attaque des bâtiments, je détruis les bâtiments concernés. On voit que c'est imprimé, ces bâtiments-là lancent combien de cubes dans un combat. C'est 5 pour la tour, la forteresse, 2 pour le canon. Si j'attaque un navire marchand, j'ai les conséquences de victoire et de défaite sur le navire. Qu'est-ce qui va se passer si je suis en cas de victoire ou de défaite? Et le combat, simplement, il fonctionne comme ça. Quand un bateau coule,
peu importe contre qui. Disons que le joueur vert, après un combat contre le navire marchand, le joueur mauve est particulièrement abîmé, il y a 3-4 points de dégâts, le joueur vert décide de venir l'attaquer, il le peut vu que le joueur mauve est présentement en mode pirate. Donc le joueur vert l'attaque et réussit à infliger au moins un point de dégâts, il coule le bateau mauve. Mais le bateau mauve pourrait quand même gagner le combat techniquement. S'il y a plus de couronne, il va quand même gagner le combat, ça peut l'aider à atteindre d'autres objectifs. Quand on est coulé, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va premièrement, si on est en mode pirate, évidemment on va le perdre, on va retourner au port automatiquement. Si on a plus que 5 pièces d'or sur notre bateau, on va perdre toutes nos pièces d'or. Si on en a moins que 5 pièces d'or, on va les garder, mais on va perdre 5 pièces d'or de notre coffre. Et si c'est un autre joueur qui nous a coulé, ces 5 pièces d'or-là, on va lui donner à l'autre joueur comme récompense pour qu'il ait réussi à couler le bateau d'un autre joueur. On garde nos barils, ça c'est pas un problème. Et le dernier gros morceau au niveau des règles, ce sont les objectifs. Fait que les 8 objectifs, comment on les atteint? Je rappelle, c'est important qu'on s'en rappelle, si les joueurs se sont choisis une petite tuile comme ça en début de partie, ça rajoute des points de victoire à certains objectifs spécifiques. Donc, ça fait juste augmenter l'effet des objectifs qui sont en haut. Fait que prenons les objectifs un par un. J'ai d'abord l'objectif d'exploration. Pour atteindre cet objectif-là, à chaque fois qu'on révèle une nouvelle tuile, qu'on découvre une nouvelle tuile, on va aller placer l'un de nos cubes influents juste ici. Selon le nombre de joueurs, on va atteindre l'objectif après avoir révélé un certain nombre de tuiles. Par exemple, à 2 joueurs, il faut avoir révélé 5 tuiles. Fait que quand j'ai 4 cubes, et j'arrive pour placer mon 5e, au lieu de placer mon 5e cube, je vais placer mon marqueur d'objectif. J'ai atteint cet objectif-là, il me marquera 5 points à la fin de la partie. Si l'objectif devient impossible à atteindre, j'en ai révélé 3, puis éventuellement, toutes les tuiles sont révélées. Il n'y en a plus d'autres à révéler sur le plateau de jeu. Mais je vais récupérer tous mes cubes. Je ne peux pas volontairement aller chercher mes cubes là parce que j'en ai besoin pour d'autres choses. Le deuxième objectif, je peux dépenser 12 ressources, 12 barils que j'ai au port pour atteindre cet objectif-là. Fait qu'il faut que je les dépense, il ne faut pas que je les utilise pour autre chose, puis il ne faut pas que j'en ai 12, il faut que je les dépense 12. Le troisième objectif, il faut que j'ai 30 pièces d'or, 30 sous à l'intérieur de mon coffre. À préciser que si je me rends à 31, je me fais attaquer puis je tombe à 26 à cause de ça. Je me suis rendu à 31, donc j'ai placé mon marqueur objectif. On ne peut pas l'enlever une fois qu'il a été placé. Si je continue ici, je dois contrôler 5 bâtiments qui soient évidemment sur différentes îles. Il ne peut pas en avoir plus que 3 sur la même île. C'est pas nécessairement facile à faire. N'oublie pas que si une île change de contrôle, les bâtiments qui sont sur cette île-là sont tous perdus. Le cinquième objectif qu'on peut atteindre, c'est d'avoir 3 cartes de niveau 4. Les cartes de niveau 4, ça fait référence au niveau de la carte qui est dans le bas, juste ici. Fait qu'une fois qu'on améliore ces cartes-là, à notre troisième, on le gagne. Et comme notre objectif d'exploration, chaque fois qu'on a une carte qui tombe niveau 4, on va placer un cube dessus pour signaler à tous les joueurs qu'on s'approche de cet objectif-là. L'objectif suivant concerne le nombre d'améliorations que je vais avoir sur mon navire. Fait que les tuiles d'amélioration, ces tuiles-là comme ça ici. Si j'en ai 4 sur mon navire, je vais réussir cet objectif-là. À noter que je garde toutes les tuiles que je place. Fait que si sur mon navire, par exemple, j'étais comme ça ici et je place une amélioration, je veux améliorer ça, je vais la laisser, je vais la placer par-dessus comme ça ici. Fait qu'on peut se rendre à 4, même en servant juste des 2 espaces du centre. La prochaine amélioration, le prochain objectif, c'est le nombre de cubes d'influence permanent. Fait que les cubes qu'on va placer sur les îles quand on prend le contrôle d'une île, le 6e qu'on place, on réussit l'objectif. J'ai un objectif ici. Si j'ai réussi à couler un navire adverse, on parle d'un navire d'un autre joueur. Si on réussit à en couler un, fait qu'infliger le 5e point de dégâts, ça c'est atteint. Et finalement, le nombre de combats qu'on gagne. Les combats qui vont compter sont les combats contre les navires marchands ou les combats contre autres joueurs. On ne comptera pas les combats contre les bâtiments. À chaque fois qu'on gagne un combat, on place un cube là. Si on arrive pour placer notre 4e cube, au lieu de le placer, on place notre marqueur d'objectif. Et on continue comme ça. Une fois que ça avance, les joueurs vont placer des marqueurs objectifs. Quand un joueur place son 4e marqueur d'objectif, ça déclenche la fin de la partie. Il termine son tour en cours. Pendant son tour, c'est tout à fait possible qu'il place d'autres marqueurs d'objectif. Et tous les autres joueurs vont jouer un dernier tour de jeu. Quand tous les autres joueurs ont joué un dernier tour de jeu et on revient à celui qui a déclenché la fin de la partie se termine et on compte les points. Pour le décompte de points, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque objectif va donner un certain nombre de points. Par exemple, si j'aurais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, j'aurais 16 points d'objectif. C'est indiqué juste à côté. Si on a cette tuile-là,
ben, ça va améliorer certains des objectifs en haut. Fait que moi, par exemple, mon objectif d'avoir 3 personnages de niveau 4 donnerait 6 points plutôt d'en donner 4. Fait que ça, c'est la première chose qu'on additionne. Ensuite, on va aller regarder tout l'argent qu'on a dans notre coffre personnel. Ça va être 1 point par sou qui est à l'intérieur de ça. Si on a de l'argent sur des îles que nous contrôlons en fin de partie, chaque île qu'on contrôle, l'argent qui est dessus, on va le compter également en points de victoire. Nos bâtiments vont valoir des points de victoire. C'est imprimé directement sur le plateau. Fait que, par exemple, je contrôle cette île-là. Il y avait 2 bâtiments, fait qu'ils valent 1 point de victoire chaque. Nos progrès vont également valoir des points de victoire. Fait qu'à la fin de la partie, on va tous les enlever. Et pour chaque paire de progrès que j'ai, j'avais marqué 1 point de victoire. Dans mon exemple complètement ridicule, je marquerais juste 2 points de victoire. Normalement, tu vises plus 6-7 points de victoire avec tes cartes progrès. Mes navires vont me donner des améliorations. Fait que quand je vais aller regarder mon navire, les tuiles que j'ai construites dessus, incluant celles qui sont cachées, parce que j'ai construit quelque chose par-dessus, vont me donner des points de victoire en argent imprimés sur le coin. Finalement, il va y avoir un avant-dernier effet, plutôt je devrais dire, qui est la majorité sur les îles. On va aller regarder qui contrôle l'île, chacune des îles sur le plateau de jeu, et il va aller marquer le nombre de points de victoire qui est en haut. Dans ce cas-ci, si je contrôle l'île, le joueur vert va marquer 4 points, le joueur mauve est deuxième, marque 3 points. Si on joue une partie à 3 joueurs ou plus, il y a une troisième place à 2 points. Dans le cas de l'île, juste à côté, ben, le joueur mauve va marquer 6 points, le joueur vert n'en marque pas du tout parce qu'il n'y a même pas de présence sur l'île. On fait le tour des îles comme ça. Finalement, la dernière chose qui va compter, ce sont ces progrès comme ça ici. Certains progrès ont une bordure rose. Ce sont des points de victoire en fin de partie. Fait que par exemple, avec cette carte-là, ça me dit chaque 3 barils pour chaque 3 barils que j'ai en fin de partie, peu importe où ils se trouvent, c'est ça le point d'interrogation, ben, je vais marquer un point de victoire supplémentaire à la fin de la partie. On fait le décompte. Celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Si jamais il y a une égalité, les joueurs qui sont en égalité vont regarder tous les canons qu'ils ont dans leur deck de cartes et ils vont faire un dernier combat en se servant de la tour à cube. Celui qui va gagner le combat va gagner la partie. Alors voilà, c'était Dead Reckoning. J'espère que pour toi, ça a été relativement clair. C'est un jeu qui a quand même pas mal de choses qui se passent. Donc d'abord, au niveau des composantes, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Tout est clair, l'iconographie je la trouve super claire, c'est une chose qui est importante dans ce genre de jeu-là. Le jeu est assez facile à expliquer une fois qu'il est sur la table, il est quand même assez rapide à placer aussi, mine de rien. C'est bien pensé à l'intérieur de la boîte, il n'y a pas d'insert en tant que tel, mais tout est pensé pour que ça se place bien avec les différentes composantes qu'il y a à l'intérieur du jeu. Je précise que cette petite tour à cube-là est vraiment pas le fun à monter, mais une fois qu'elle est montée, elle est solide et tu n'as pas besoin de la démonter pour la replacer dans la boîte, ce que je trouve fort agréable. Le reste, tout ça bien dans des petites boîtes. Les cartes, c'est des cartes de bonne qualité. C'est des sleeves, évidemment, de très bonne qualité pour que tu puisses placer toutes tes cartes à l'intérieur des protège-cartes. Fait que tout fonctionne bien au niveau des composantes. J'aime beaucoup le look que le jeu a. Tu as l'impression de te promener dans les fameuses Caraïbes en attaquant d'autres bateaux, en pillant, en dévalisant les îles, etc. Le visuel du jeu le représente bien. Au niveau du gameplay, c'est un jeu qui a été un très très gros coup de cœur pour moi depuis la première fois que j'y ai joué. J'ai plusieurs parties à mon actif. J'ai pas commencé en tant que tel à jouer avec les sagas, qui sont une version, une espèce d'extension campagne compétitive que tu peux jouer. J'ai pas encore commencé à faire ça, mais ça me semble fort intéressant. Donc au niveau du gameplay, je suis un grand fan du système de card crafting de John D. Clair. J'ai aimé Mystic Vale, j'ai aimé Custom Heroes, qui n'est pas nécessairement du même auteur, mais qui est la même compagnie. J'ai aimé Edge of Darkness. Et celui-là, pour moi, ça a été un Edge of Darkness killer haut la main, parce qu'il y a le même système très 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 agréable d'améliorer ses cartes avec les différentes cartes que tu vas acheter, que tu vas placer à l'intérieur de tes sleeves. Fait que tu vas créer des espèces de cartes méga puissantes éventuellement, ou en jouant une seule carte, tu vas changer le cours du plateau en activant tout plein d'effets, ou tu vas prendre des décisions comme placer toutes tes améliorations que tu achètes sur différentes cartes pour pas nécessairement avoir une méga carte, mais que toutes les cartes que tu joues réussissent à faire de quoi, pour pas avoir des fois des tours insatisfaisants en fin de partie où j'ai boosté 4-5 cartes super fortes, mais j'en ai encore 5-6 qui sont des cartes
de base. Fait que je pogne une main où j'ai juste des cartes de base, puis il se passe pas grand-chose ce tour-là. Fait que c'est à toi à bâtir un équilibre selon comment tu vas faire progresser ton aventure. Mais c'est vraiment, vraiment le fun d'être capable de créer des combos entre les différentes améliorations, puis de dire, hey, j'avais pas pensé que si je plaçais cette amélioration-là avec celle-là, ben, je peux créer une espèce de méga carte qui va faire un effet ahurissant une fois que je vais la jouer. Ça, c'est hyper satisfaisant. J'aime beaucoup comment tu améliores ton navire. Est-ce que je veux y aller plus offensif? Est-ce que je veux y aller plus rapide? Est-ce que je veux y aller pour contrôler beaucoup de choses? Juste la façon dont tu améliores tes cartes, pas en plaçant des améliorations, mais en augmentant le niveau de tes cartes, ce que tu fais pendant le tour des autres jeux, des autres joueurs. Je trouve ça brillant que tu le fasses pendant le tour des autres joueurs parce que, ça te permet d'avoir quelque chose à faire pendant que les autres jouent. Tu réfléchis qu'est-ce que je vais faire dans mon tour, comme quelle carte je vais améliorer. Comme tu n'es pas obligé de défausser toutes tes cartes, ça te permet de te donner un focus si tu le veux, parce que je peux garder une carte 3 tours d'affilée puis l'améliorer à chaque tour. Je la joue pas, mais quand je vais la jouer, elle va être nouveau carte. Ça, c'est intéressant. Puis ça te permet vraiment de te concentrer sur qu'est-ce que tu veux faire dans la partie. Je veux-tu attaquer beaucoup, mais je vais améliorer mes artilleurs, mon capitaine. Est-ce que je veux produire des ressources puis aller les chercher? Fait que je vais améliorer mes matelots pour me déplacer rapidement. Je vais améliorer mon commissaire de bord qui va permettre de produire plusieurs îles. Peut-être mon corsaire pour pouvoir avoir de l'influence sur plusieurs îles rapidement. Fait que ça te donne beaucoup, beaucoup de latitude. C'est une de tes cartes de ton deck qui va te faire améliorer ton bateau. C'est une de tes cartes de ton deck qui va te permettre de construire des bâtiments. Tu ne pourras pas tout faire dans une partie. Puis le fait d'avoir énormément d'options, ça fait que les parties ne seront jamais pareilles l'une à la suite de l'autre parce que tu peux aller dans n'importe quel sens dans aucune des parties. Tu veux explorer beaucoup, aller chercher plein de ressources, tu peux. Tu veux attaquer tout le monde, toute la game, puis aller les couler pour leur voler des points de victoire, tu peux. Tu veux rester dans ton coin puis essayer de te tenir loin de tout le monde, puis juste aller contrôler 3-4 îles puis acheter plein de cartes, tu peux aussi. Produire beaucoup d'or, ramener, tu peux. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options, de 8 objectifs différents qui sont des types de games différentes que tu vas jouer, que tu peux tenter d'aller atteindre aussi. Ça, c'est intéressant. Il y a la gestion de tes cubes qui n'est pas évidente parce que j'ai pas trop insisté là-dessus, mais le seul moyen volontairement que tu peux aller rechercher des cubes sur le plateau, c'est d'enlever des cubes d'influence sur des îles que tu contrôles et qui ne changent pas le contrôle de l'île. Fait que des fois, surtout en fin de partie, tu vas te rendre compte que si tu éparpilles sur plein d'îles différentes, tu vas avoir des cubes étalés partout, puis tu n'en as pas tant que ça des cubes. Ça arrive souvent que tu vas en manquer en fin de partie. Puis fait que si tu veux faire une grosse attaque sur un autre joueur, puis tu as une attaque à 7 cubes, mais tu en aurais juste 4 disponibles, tu ne pourras même pas la faire. Il va falloir peut-être que tu sacrifies des cubes d'influence sur le plateau pour être capable de faire ta grosse attaque. Il y a vraiment plein de belles options, plein de bonnes idées à l'intérieur de ce jeu-là. Je suis très curieux de voir qu'est-ce que les sagas vont amener à l'intérieur. J'ai essayé l'extension Loup de mer, qui te permet grosso modo d'avoir des cartes de base différentes des autres joueurs, plutôt qu'on parte exactement avec le même deck. On va avoir 3-4 cartes de différence dans notre deck en partant. C'est pas surpuissant, mais c'est intéressant. Ça fait un petit peu d'asymétrie entre les joueurs. J'ai trouvé ça fort intéressant. T'es hâte d'essayer les expansions. Fait que si t'aimes les jeux quand même assez dans ta face, c'est un jeu de pirate, là, tu peux attaquer les autres joueurs en masse, leur voler le contrôle, installer des canons partout pour leur bloquer le chemin, des trucs comme ça. Si t'aimes les jeux qui sont quand même assez dans ta face, l'interaction est assez haute entre les joueurs, beaucoup de possibilités d'amélioration, beaucoup de possibilités pour marquer des points de victoire. Dans un jeu relativement simple, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est pas si compliqué que ça à voir. C'est probablement quelque chose que tu vas aimer beaucoup. Sa grande complexité vient probablement du fait que il est de type bac à sable. Fait que tu peux faire ce que tu veux dans l'autre que tu veux. Fait que la plupart du temps, quand je l'ai montré au premier tour, les joueurs disent qu'est-ce que je fais? Commence à aller te promener, ramasse quelques améliorations. C'est éventuellement, toi, tu vas trouver la voie que tu veux suivre pour ta partie. C'est pas un jeu facile à maîtriser, mais c'est un jeu assez facile à comprendre au niveau des règles. Donc voilà, moi c'est vraiment un grand coup de cœur. Si jamais tu suis les top 100 qu'on est en train de faire, tu sais qu'il est placé dans mon top 100, il est en position 71 si ma mémoire est bonne, fait que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. D'après moi, il va continuer à monter avec les années, surtout s'il continue à sortir du stock, comme ça semble être le cas. Il y a déjà eu une deuxième campagne avec une troisième saga qui a été annoncée et qui s'est terminée. La livraison va commencer quelque part dans l'année prochaine. Fait que j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur Dead Reckoning. Moi, c'est un jeu que j'adore. Sur ça, moi, je vais te souhaiter une bonne fin de journée, une excellente fin de journée, même une superbe fin de journée. Et avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube. Venez nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.